Avec mon collègue Adrien Méon, nous sommes responsables de l'Observatoire des marchés fonciers à l'Agence d'urbanisme Épure. Et c'est dans ce cadre que nous allons vous présenter pour ce webinaire la demande en valeur foncière et fichier foncier, un outil pour mesurer les marchés fonciers et immobiliers. Je vous rappelle les consignes du webinaire. Vos micros sont coupés, donc pour participer, vous êtes libre de poser vos questions et vos remarques dans la bulle de conversation située en haut de votre écran. Dans ce webinaire, nous allons vous faire une présentation en 3 temps. D'abord, nous allons vous faire un historique des bases foncières. Puis, nous allons vous faire une description de DB3F et vous expliquer comment on l'utilise à l'agence d'urbanisme. Et enfin, nous terminerons cette présentation par un outil qui est consultable sur le site d'Épure dans la rubrique e-observe pour consulter la base DB3F. Donc, avant de détailler la demande en valeur foncière et des fichiers fonciers, DB3F, donc, faisons un retour sur l'historique des bases de données pour mesurer les marchés fonciers et immobiliers. Alors, pourquoi rechercher une base de données foncière et immobilière? Nous rejoignons Joseph Combi, urbaniste et économiste du foncier, quand il affirme que l'accès aux données foncières est un élément essentiel d'une politique foncière qui doit s'appuyer sur une bonne connaissance du contexte local et donc des marchés. L'accès aux données du marché foncier est théoriquement réglé depuis 1771, c'est-à-dire sous Louis XV, où fut instituée l'obligation de faire enregistrer les actes de mutation, de prise de servitude réelle et d'hypothèque, avec obligation d'en assurer la conservation. C'est la naissance de l'institution de la conservation des hypothèques. La réforme la plus importante des services des hypothèques eut lieu en 1953 avec la création d'un fichier immobilier qui permettait de retrouver tous les actes concernant un bien identifié par ses références cadastrales. Mais cet outil en format papier ne permettait d'avoir que la connaissance de mutations sur un bien et ne pouvait servir à élaborer des comparaisons ou à établir l'évaluation d'un bien dans les territoires. Alors, les collectivités publiques qui voulaient avoir une connaissance de ces marchés ont utilisé les déclarations d'intention d'aliéner, les DIA, transmises quand elles exercent leur droit de préemption. Mais celles-ci se limitent à un périmètre défini et la procédure n'a pas vocation à observer les marchés. La loi Aménagement de juillet 1985 a posé les bases d'une communication par les services fiscaux des données sur les mutations pour les collectivités territoriales et l'État, permettant l'émergence des premiers observatoires fonciers locaux. À la fin des années 90, les notaires ont mis en place une base de données qui offrait de nouvelles possibilités pour l'étude des marchés fonciers et immobiliers, la base Perval. Elle est utilisée par Épure principalement dans le cadre de l'Observatoire de l'habitat, mais cette base était remplie irrégulièrement en fonction des études de notaire et était payante. Aujourd'hui, la saisie dans cette base s'est améliorée, mais elle ne peut toujours pas garantir l'exhaustivité des transactions. La loi Engagement national pour le logement, dite loi ENL ou loi Borloo de 2006, élargit la communication des données aux EPCI, aux établissements publics fonciers et à certains utilisateurs privés dans le cadre des expropriations, par exemple. Un accès au logiciel de recherche de type œil, développé pour la saisie des mutations par les services fiscaux, est autorisé. C'est ainsi par un partenariat entre l'État, les services des impôts et Épure que l'agence d'urbanisme a pu consulter cette base. Le département de la Loire était un département ayant la chance de disposer de l'exhaustivité des mutations. Ce n'était pas forcément le cas sur le reste du territoire. Après un long travail de décryptage des nombreux champs disponibles et la mise en place d'une méthodologie de traitement élaborée pour l'estimation des biens par les domaines, Épure a pu exploiter à partir de 2007 cette base de données dans plusieurs de ses observatoires des copropriétés, à l'Observatoire du foncier ou l'Observatoire de l'habitat, par exemple. En 2007, un partenariat entre le Conseil supérieur du notariat et la Direction générale des finances publiques, DGFiP, crée la base des fichiers informatisés des données juridiques immobilières, dite FIDJI, afin d'adopter un langage commun sur la donnée et surtout éviter la double saisie. En 2010, un arrêté autorise la DGFiP à créer sur Internet une base regroupant les informations foncières déclarées à l'occasion des mutations. Cette base nommée Patrim Colloc deviendra rapidement la demande en valeur foncière, DVF, en juillet 2011 avec l'agrémentation de données cadastrales issues d'une autre base fiscale, la base magique, qui veut dire mise à jour des informations cadastrales.
Il faudra attendre mars 2014 et la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Allure ou loi Duflot, pour que l'accès à DVF soit ouvert à un plus grand nombre d'ayants droit. Donc, DVF est donc une base fiscale issue du ministère des Finances. Elle met à disposition gratuitement l'exhaustivité des mutations immobilières et foncières à titre onéreux. Peuvent accéder par le portail de la gestion publique les ayants droit nommés dans l'ENL, donc les collectivités, l'État, les EPF, la SAFER, les personnes expropriées, puis les personnes qui ont été nommées dans la loi Allure, donc, dont les agences d'urbanisme par exemple. La base DVF est disponible sur la France entière, hors Alsace, Moselle et Mayotte qui ont un système particulier en fait, de recueil de la donnée, de la valeur foncière. La base de données DVF est exhaustive, gratuite, fiable, car elle est contrôlée par les services fiscaux. La base est mise à jour 2 fois par an, en avril et en octobre, contenant les années N à N-5 ans. Mais DVF reste une base construite pour le contrôle fiscal. La géolocalisation est nécessaire pour toute représentation cartographique fine, la composition de périmètres spécifiques ou de connaissance du zonage légal d'appartenance à la mutation. Elle est faisable par les adresses ou les références cadastrales dans DVF. Mais la base n'intègre pas l'historicité parcellaire. Si jamais il y a un changement de référence lors d'un regroupement ou une division parcellaire, par exemple, celle-ci, est oubliée. Et puis, un acte peut faire référence à plusieurs parcelles, dont certaines peuvent être en dehors du périmètre de la structure requérante, ou une parcelle peut faire référence à plusieurs actes. Les adresses peuvent également être incomplètes. Donc, c'est une base qui est relativement complexe à exploiter dans l'État. Toutefois, les données DVF vont faciliter l'évaluation immobilière, l'observation foncière et l'élaboration de stratégies territoriales, mais pas dans sa forme brute de livraison. En effet, la base comporte 43 champs qui mélangent des informations liées à différentes notions fiscales. De fait, un même acte peut être décliné en plusieurs lignes dans DVF. Dans un seul acte, il peut y avoir plusieurs actes juridiques, des ventes, des divisions parcellaires, etc., qu'on appelle disposition ou mutation. Dans un seul acte, plusieurs parcelles peuvent être vendues. Dans un seul acte, il peut y avoir plusieurs locaux différents ou identiques, par exemple plusieurs appartements par exemple, mais chaque appartement est décliné sur une ligne. Et dans un seul acte, il peut y avoir aussi plusieurs types d'occupation du sol, jardin, sol, friche, terrain d'agrément, etc. Il apparaissait donc plusieurs lignes en doublon qui entraînaient des difficultés pour comptabiliser le nombre de mutations, une seule valeur foncière pour toutes les lignes du même acte, ce qui rend complexe le calcul du prix par type de bien, puisqu'on ne pouvait pas en faire forcément la distinction, ou le calcul du prix à la surface. Et les surfaces bâties ou foncières ne pouvaient pas être totalisées sans précaution, puisqu'il pouvait y avoir aussi des doublons. Donc, devant les difficultés d'exploitation de la base brute de DVF, dès 2011, un groupe d'utilisateurs a trouvé une solution pour simplifier son utilisation et limiter les erreurs d'interprétation ou de traitement de la base. À l'initiative de l'ADEF, ce groupe s'appelle Groupe national de demande valeur foncière, dit GNDVF. Né en 2014, il regroupe l'ensemble des représentants des ayants droit au service DVF. Aujourd'hui, il compte une centaine de membres répartis au sein d'une cinquantaine de structures, donc des services de l'État, le CEREMA, la SAFER, les EPF, les agences d'urbanisme, les EPCI et même 3 bureaux d'études. Son objectif a été de décrypter la donnée, de mieux comprendre et exploiter cette base. Ces travaux se sont matérialisés dans l'écriture d'un guide d'accompagnement DVF. Et l'évolution aujourd'hui du GNDVF a été de mettre en place un réseau de groupes régionaux qui sont le support des travaux locaux en diffusant les informations du GNDVF et en faisant remonter les observations locales sur l'exploitation de la base DVF. À partir des réflexions du GNDVF, le CEREMA a travaillé pour le compte de la DGALN en ajoutant de nouvelles variantes à DVF pour créer un premier modèle baptisé DVF+. Depuis 2019, ces données sont téléchargeables sur le site Data Foncier du CEREMA. En termes de structuration de la donnée initiale, chaque table du modèle partagé DVF+, représente une unique notion de DVF à laquelle sont affectées les données qui y sont directement liées. Il résulte qu'une mutation renvoie plus qu'à une seule ligne reliant les différentes données présentes dans DVF en les agrémentant de données de géolocalisation issues du PCI vecteur. Une fois le travail de structuration de la donnée accompli avec le modèle DVF+, et toujours dans l'objectif de faciliter l'observation foncière et immobilière,
La DGALN a demandé au CEREMA d'engager un travail d'enrichissement de la donnée DVF à partir de données exogènes. Ainsi, en 2015, le CEREMA a mené une étude sur la faisabilité de croiser DVF avec les fichiers fonciers. Ce travail a posé les bases d'un modèle de données nommé DV3F. Donc DV3F, demande en valeur foncière et fichier foncier, permet désormais de produire et de diffuser à un rythme semestriel une base de données nationale gratuite. Elle fait l'objet d'améliorations continues, issues des différents retours d'expérience des utilisateurs et validées par un comité technique. Les conditions d'accès à DV3F sont depuis 2020 communes à celles des fichiers fonciers. La procédure d'obtention de la donnée est ouverte pour tous les ayants droit et se réalise en 3 étapes sur le site de data foncier du CEREMA. Donc, il faut d'abord remplir un acte d'engagement à joindre la demande, puis effectuer une demande de démarche simplifiée, et après validation par le service instructeur, vous réceptionnez la donnée dans un espace sécurisé. Alors, quelles données retrouve-t-on dans DV3F? D'abord, on retrouve toutes les informations ici de DVF, c'est-à-dire toute mutation immobilière ou foncière à titre onéreux avec descriptif cadastral du bien. Excusez-moi. La nature du bien permet la différenciation en fonction des types de locaux, maisons, appartements, locaux d'activité, et les terrains nus, avec distinction possible pour les terrains naturels à vocation agricole productive, par exemple. Donc, on peut faire des distinctions des prés, des bois, des terres cultivées, du vignoble, par exemple. Les terrains de loisirs également, donc pour la chasse, la pêche, le jardinage, ou des terrains à bâtir pour de l'habitat ou de l'activité économique. On va retrouver aussi des éléments d'information sur leur situation, donc par les références cadastrales ou par les adresses. On va également avoir des informations sur les superficies bâties et non bâties, sur les dates et le prix de la mutation, qui est essentiel pour le suivi des marchés fonciers et immobiliers, et puis également toute une série de références fiscales de publication. On retrouve également des données issues donc, des fichiers fonciers qui permettent une caractérisation plus fine des biens. Par exemple, pour les locaux, DV3F permet d'obtenir l'année de construction, de préciser le nombre et le type de dépendance ou encore d'identifier les logements, le type de logement, T1, T2, etc. ou également l'étage de l'appartement qui a été vendu. L'apport de la géométrie parcellaire accroît fortement les potentiels d'usage. Donc, faire des représentations cartographiques croisées avec d'autres périmètres, les PLU par exemple. Ces géométries proviennent d'un historique de parcelles constitué majoritairement à partir des différents millésimes de la BD parcellaire de l'IGN, ainsi que du PCI vecteur. Cela permet dans DV3F de géolocaliser des parcelles qui auraient disparu à la suite d'une vente ou d'un regroupement de parcelles, par exemple. Donc, ce qui ôte une des difficultés de la base DVF brute. On dispose également d'informations sur les acheteurs et les vendeurs. En travaillant à partir de plusieurs millésimes des fichiers fonciers, il est en effet possible de retrouver le propriétaire d'un bien avant et après une vente. Ces informations sont anonymisées pour les personnes physiques et morales, mais des catégories d'acteurs sont néanmoins proposées pour permettre des analyses sur certains secteurs de marché. Ça permet également de faire une contextualisation des transactions. Les différents millésimes des fichiers fonciers fournissent une information annuelle de l'évolution des biens. DV3F permet, lorsque le recul temporel est suffisant, d'identifier la destination des biens vendus, déterminer si le terrain à bâtir est à destination de l'habitat, pour de l'appartement, pour une maison, ou pour de l'activité économique, tertiaire, secondaire, ou de caractériser plus précisément les VFA si le bien a changé d'usage ou a été démoli après la vente. Donc DVF s'avère être une base de données essentielle pour l'analyse foncière et immobilière d'un territoire. Il faut cependant presque 18 mois pour que DV3F soit quasiment exhaustif du fait du temps de latence des mises à jour de DVF et de l'intégration des fichiers fonciers. Elle intègre néanmoins des éléments pour l'année la plus récente, mais ceux-ci seront précisés et complétés dans les millésimes suivants. Alors, que pouvons-nous faire à partir de DV3F? Alors, le CEREMA identifie 3 fonctions d'utilisation de DV3F. La première fonction, c'est pour l'évaluation de biens dans un territoire défini, dans des quartiers, dans des communes. Ça permet également de mettre en place, d'être un support de base de la stratégie foncière, donc par la connaissance des marchés locaux, pour l'évaluation des politiques publiques et la compréhension des logiques d'acteurs. Et également, elle sert de base à l'observation foncière et immobilière, et à Epure, c'est dans ce cadre-là, sur ce point-là, qu'on l'exploite principalement.
Alors, par ces informations détaillées, la base DB3F permet l'analyse des différents segments de biens bâtis. Les appartements, les maisons, les activités. Vous pouvez également décliner les dépendances ou un bâti qui n'est pas forcément déterminé, puisque faisant référence à plusieurs éléments bâtis vendus en même temps. Pour par exemple, si on prend pour les appartements, on peut déterminer si jamais le marché dépend de la vente d'un appartement ou de plusieurs appartements. Ça permet également de déterminer l'ancienneté du bâti, donc savoir si jamais on a affaire à des VFA ou du neuf. Si jamais on est plutôt dans un bâti qui est récent, c'est-à-dire entre moins de 2 ans, on va dire, ou si jamais on est sur un bâti qui est plus ancien, qui a plus de 5 ans d'existence. Et enfin, ça permet de décliner les appartements en fonction de sa typologie, donc T1, T2, T3, etc. Attention toutefois à la pertinence des résultats liés au nombre plus ou moins important de transactions au cours des 5 dernières années. À force d'aller dans la précision, on va manquer après de mutations sur un secteur pour pouvoir être relativement pertinent et avoir des prix consolidés. À titre d'illustration, donc nous utilisons DB3Z dans l'Observatoire de l'habitat pour toute la partie immobilière. Dans la prochaine publication, par exemple, de l'Observatoire de l'habitat, la base des DB3F est utilisée pour déterminer le prix de vente des maisons à l'échelle du Scotts-sur-Loire, de Saint-Denis-Métropole et de la ville-centre. Donc, c'est le graphique qui est ci-dessus. Et elle permet également de distinguer les volumes de transactions des maisons suivant l'année de construction et par secteur géographique. Donc, c'est l'illustration que vous donne le graphique ci-dessous. Les informations de géolocalisation des mutations permettent par exemple de déterminer le dynamisme immobilier par quartier dans une commune. Ici, nous sommes sur la commune de Saint-Just-Sarambert. Nous avons donc, par la géolocalisation, pu marquer par un point de couleur chaque vente de maison. Et pour chaque vente, nous avons pu faire une déclinaison des couleurs en fonction du prix à l'acte de vente. Pour l'observation des marchés fonciers, nous nous sommes appuyés sur les 6 marchés au fonctionnement propre définis par Joseph Comby, qu'il regroupe en 3 familles: les terrains naturels, les gisements fonciers et les terrains à bâtir. Dans les terrains naturels, on va retrouver les espaces agricoles productifs, dont le prix varie en fonction de la valeur ajoutée de la production agricole. Les pâturages, les bois ou les vignobles vont avoir des prix de vente différents. On va également retrouver les espaces de loisirs. Ce sont des terrains comme biens de consommation, sans perspective de production rentable réelle. La valeur résultante de la fonction récréative ou culturelle de son utilisation. C'est le cas par exemple pour des réserves de chasse, pour des terrains de jardinage, pour des terrains de loisirs, que ça soit une occupation qui soit individuelle ou collective du terrain. Donc généralement, c'est un marché de non-agriculteurs qui peut être en concurrence avec les espaces agricoles productifs. Dans les gisements fonciers, Joseph Comby distingue les espaces à urbaniser. Donc, ce sont des terrains qui sont généralement situés en périphérie de zones urbaines. Ce sont des terrains vus comme une matière première achetée par les aménageurs par anticipation. Les prix peuvent fortement varier du prix du terrain agricole ou au prix du terrain à bâtir en fonction de la politique foncière locale. Et puis il y a les gisements fonciers de recyclage. Quand cela arrive, quand la valeur du vieux local devient inférieure à celle du terrain, il est parfois préférable de démolir le bien immobilier et reconstruire dessus. Donc, ce qui est pas forcément très fréquent dans notre territoire. Mais sur des territoires un peu plus tendus, type sur les secteurs autour de la ville de Rennes, par exemple, ces cas peuvent se produire. Concernant les terrains à bâtir, il y a une distinction sur les terrains neufs ou aménagés. Donc, sur ces nouveaux terrains à bâtir, c'est le secteur où le marché est le plus concurrentiel et qui est habituellement le plus riche aussi en statistiques. Il peut toutefois inclure des produits finaux différents, certains pouvant être subventionnés, comme les logements sociaux, ou les terrains d'activité soumis à la concurrence des collectivités locales. Et leurs prix dépendront de celui du gisement foncier, donc du marché 3 hein, que je vous ai détaillé auparavant, mais également aussi de la concurrence qui se fait entre les acheteurs pour l'acquisition du terrain. Et puis enfin, le dernier marché, c'est les terrains à bâtir dans le tissu urbain, que Joseph Comby nomme le marché du droit à bâtir. Il s'agit en fait de terrains remis à neuf
ou plus généralement des terrains remis sur le marché après traitement du tissu existant. La particularité de ce marché, c'est que le terrain est source de coûts supérieurs au terrain à bâtir classique en raison des travaux de démolition ou de requalification nécessaires avant sa remise sur le marché. Il peut même cesser d'être foncier quand on vend des droits à bâtir sans terrain. C'est le cas par exemple des BFA. Dans l'Observatoire des marchés fonciers de l'Agence d'urbanisme, nous avons pour l'instant identifié 4 marchés à partir de DV3F. Les terrains agricoles productifs, les terrains de loisirs, les terrains à bâtir et les terrains naturels autres, donc qui vont regrouper par exemple les gravières, les carrières ou du terrain naturel mixte, c'est-à-dire qui regroupe en fait différents types de sols. Ces terrains naturels autres, ça représente que très peu de mutations dans le département de la Loire, hein. C'est ce que vous voyez sur le graphique le plus à gauche, c'est la représentation, le petit trait que vous avez en violet. En termes de nombre de mutations ou de prix échangés, ce sont les terrains à bâtir qui représentent les plus gros volumes. Mais ils ne représentent que 16% de la surface totale échangée, qui est surtout alimentée par les terrains agricoles productifs. Pour déterminer les terrains naturels de Joseph Combi à partir de DV3F, nous avons fait les regroupements suivants. Donc, pour déterminer les terrains agricoles productifs, nous avons regroupé les terrains agricoles mixtes, les terrains de type terre et pré, les terrains forestiers et également les vergers ou les terrains viticoles. Pour les terrains naturels de loisirs, nous avons retenu les terrains artificialisés mixtes, les terrains d'agrément, les terrains landes et eaux, et puis les terrains naturels mixtes, comme je vous l'ai dit, ça se rapporte à la catégorie du marché des terrains naturels autres. Donc DV3F permet de représenter les volumes des surfaces échangées, donc c'est ce que vous avez dans le graphique du haut, c'est les diagrammes. Mais également aussi les volumes de prix échangés, donc là c'est la courbe du graphique du haut, ou le dynamisme des mutations sur plusieurs années. Donc dans le temps, on peut suivre les informations. Nous, dans le cadre de l'Observatoire des marchés fonciers, nous présentons les informations à partir de l'année 2010 jusqu'à l'année 2019 aujourd'hui. À noter que pour les dernières années, comme nous n'avons pas la certitude qu'elles soient exhaustives, nous faisons une représentation de forme tendancielle, systématiquement, pour les 2 dernières années. Un prix médian ramené à la surface peut être également calculé facilement. Donc ça, c'est le graphique du bas. Dans le cas des marchés des terrains agricoles productifs, le prix semble maîtrisé. Cela peut s'expliquer par l'action de la SAFER pour limiter la spéculation foncière sur ces terrains, mais aussi par l'existence d'un barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles qui est fixé annuellement par le ministère de l'Agriculture. Donc les prix dépendent de la situation géographique des terrains et des produits cultivés. On ne va pas avoir des prix identiques dans chaque coin du département. Par exemple, hein, les prix des terres viticoles se situent généralement au niveau du 3e décile, alors que les prix de terre et pâturage vont être plutôt au niveau du 1er décile. La géolocalisation fine des mutations à la parcelle ainsi que la connaissance de la nature du bien permettent de cartographier les terrains agricoles par typologie. Donc ça, c'est la cartographie que vous avez sur la gauche du document. Dans le département de la Loire, les ventes de terrains forestiers se constatent dans les massifs. Les terres et prés sont dominants dans les secteurs de plaine et les vignes sur les coteaux du Rouennais, du Forez et du Rhône. Donc voilà, par exemple, d'un point de vue typologie de couleurs, toutes les couleurs les plus foncées, ça va être plutôt ce qui va être forestier. Les couleurs en vert, ça va être plutôt ce qui va être terre et pré. Et puis les couleurs qui sont dans les teintes violettes, donc le violet soutenu, ça sera plutôt des vergers. Et puis le violet un peu plus pâle, qu'on va retrouver par exemple sur le bord rhodanien du département, ça va être les terrains viticoles. Elle permet également, à la base des V3F, de mesurer le dynamisme des mutations par secteur géographique. Donc ça, c'est la cartographie que vous avez à droite, hein, sur les 3 dernières années que nous avions en notre possession au moment de l'élaboration de cette cartographie. Vous voyez qu'il y avait eu une activité un peu plus soutenue dans le nord-est du département, mais également aussi sur les bords du Rhône et dans les monts du Forez. Donc, pour déterminer les terrains à bâtir à partir de DV3F, nous avons étudié les terrains qui correspondent aux terrains naturels à urbaniser non viabilisés et des terrains libres viabilisés en extension urbaine ou insérés dans le tissu urbain. Dans DV3F, plusieurs champs fiscaux servent à l'identification des terrains à bâtir. Cependant, ceux-ci ne sont pas suffisants pour tous les identifier. Effectivement, on a des terrains qui peuvent se situer en zone urbaine, mais qui sont identifiés dans DV3F
par les différentes nomenclatures comme étant des prêts, donc du coup, mais qui affichent par exemple des prix qui sont nettement supérieurs au marché du terrain agricole, par exemple. Donc, ce que l'on a fait, nous, à l'agence d'urbanisme, pour retenir comme étant du terrain à bâtir actuellement, ce sont donc forcément les terrains à bâtir identifiés dans des V3F par la saisie des impôts, hein, par le type de bien, par des différents codes fiscaux. Ce sont également les terrains qui ont muté, qui ont fait apparaître quelques années plus tard des constructions en dur dans les fichiers fonciers. Donc ce critère permet également de distinguer les terrains à bâtir à destination de l'habitat ou de l'activité. Ce sont également les terrains qui répondent à des critères subjectifs de terrain à bâtir. Donc dans le cadre du département de la Loire, nous nous sommes appuyés sur une indication en fait, qui était nommée dans le guide élaboré par le GNDBF. C'est-à-dire que nous avons retenu comme du terrain à bâtir tout terrain qui présente une surface comprise entre 200 et 2000 m² et dont le prix de mutation est supérieur à 10 000 €. Voilà. Après, c'est propre à chaque territoire de pouvoir faire des variables sur ces critères, sur ces intervalles. Et puis, nous retenons également les terrains donc, qui sont géolocalisés dans les zones U et AU des PLU. Ce croisement apporte le plus de garanties quant à la distinction des terrains à bâtir. Encore faut-il en disposer sur tout le territoire d'étude. Donc, cette représentation est une vision globale de l'ensemble des terrains à bâtir ainsi identifiés. Elle nécessitera un approfondissement pour distinguer au sein de ces terrains à bâtir les typologies d'habitat ou d'activité, les gisements fonciers dans les espaces à urbaniser non viabilisés, les marchés faisant l'objet de subventions publiques, comme les logements sociaux par exemple, ou faisant l'objet d'une concurrence entre les collectivités locales pour faciliter l'implantation d'entreprises dans les zones d'activité, par exemple. Et puis également aussi pour essayer de déterminer le foncier de recyclage qui est pour nous la partie la plus complexe à identifier à partir de la base des V3F, en tout cas pour l'identification des marchés selon Joseph Combi. Le graphique de gauche, c'est une illustration du volume des terrains urbanisés ayant muté entre 2009 et 2016 et dont l'information issue des fichiers fonciers nous a permis de déterminer plus finement le type de bien qui est apparu après la vente du terrain. Donc vous voyez que 88% des terrains à bâtir qui ont été vendus dans cette période-là l'ont été pour de l'habitat individuel. 6% pour des terrains à vocation économique, 2% pour de l'habitat collectif et 3% pour des terrains à bâtir autres, type des équipements par exemple. Le graphique de droite, c'est une autre forme de représentation géographique de la donnée. Là, il représente la part des mutations de terrains à bâtir dans les différentes EPCI de la Loire, avec en tête Saint-Étienne Métropole. Pour plus de détails sur l'analyse et d'analyse sur les traitements réalisés dans DB3F, nous vous renvoyons sur les publications réalisées dans le cadre de l'Observatoire des marchés fonciers. En 2021, l'axe de travail de cet observatoire portera sur le foncier et l'immobilier à vocation d'activité, en essayant de développer une méthode pour affiner nos éléments de connaissance sur ces marchés. Vous pouvez retrouver ces publications sur le site internet de l'agence d'urbanisme. Vous trouverez également l'accès à un outil de consultation de données DV3F que mon collègue Adrien Meillon va maintenant vous expliquer. Merci Cyril. Du coup, je poursuis effectivement sur la présentation de l'outil via iObserve, l'outil de consultation en ligne, qui va vous permettre d'accéder à différentes données issues de DV3F. Donc, ce que nous, on a cherché à développer à l'agence, c'est une application en fait, qui va vous permettre directement d'interroger les données DV3F, donc à la fois sur le volet immobilier et le volet foncier, et de naviguer en fait, sur l'ensemble du territoire pour observer différents indicateurs. L'application, elle rend l'outil visible à différentes échelles. On va aller de l'EPCI à la parcelle en passant par la commune ou l'IRIS. On est sur une application qui est en deux parties, si on peut dire. Il y a une partie ouverte au grand public, notamment pour tout ce qui est indicateur à l'EPCI. Et c'est une application qui est renforcée et développée, détaillée pour nos partenaires, qui, grâce à leur code d'accès, peuvent accéder à l'ensemble de l'application et de l'outil et donc descendre jusqu'à l'information parcellaire. Cette application est actuellement toujours en cours de développement. On a commencé donc à y intégrer les données de transactions immobilières, donc à savoir les appartements et les maisons, et on va y rajouter en cours de route et en cours de développement les données sur les locaux d'activité et puis les données foncières également.
Donc, comme je le disais, on a actuellement donc, la disponibilité sur les maisons et les appartements. On est sur un pas de temps entre 2010 et 2019 qu'on réactualise donc, en cours de livraison des données. Et les indicateurs construits vont porter sur des regroupements par année et on va dire sur des pas de temps différents entre des temps longs et des temps plus récents et plus courts. Ce que je vous propose, c'est de directement vous montrer un petit peu comment se présente cet outil et comment vous pouvez y accéder via notre site internet. Voilà, donc en fait ici vous allez aller sur le site internet de l'agence, donc epure.com, et vous allez pouvoir cliquer via l'onglet Observation ici en haut sur soit l'application directe pour le grand public via l'outil iObserve, enfin voilà la fenêtre iObserve, soit si vous disposez de code d'accès comme la plupart de nos partenaires sur accès restreint à iObserve. Vous avez ici retrouvé l'ensemble des applications que l'on développe à l'agence avec les thématiques qui sont traitées notamment dans la mission observation. Vous retrouvez ici l'onglet sur les marchés fonciers et immobiliers et ça ouvre l'application. Donc pour l'application, vous arrivez directement sur l'outil avec une représentation par couleur. Ici, on est à l'échelle de l'EPCI avec les mutations d'appartements ou de maisons que vous pouvez décocher à volonté sur votre gauche. Donc là, on affiche l'un ou l'autre et on a ici les critères qui s'affichent dans la légende. Si on clique par exemple sur le PCI de Loire-Forêt, on a différents indicateurs que vous allez retrouver. Donc ici, par exemple, le nombre de mutations depuis 10 ans sur le PCI pour les maisons, à 5 ans et depuis sur la dernière année. La même chose pour des indicateurs de prix, que ce soit des prix médians à l'acte ou des prix moyens au mètre carré. En cliquant ici sur les petites fenêtres de navigation, vous allez pouvoir avoir la même chose finalement sur les appartements avec des déclinaisons des différents indicateurs, les prix médians, les prix moyens sur des pas de temps un peu différents. L'outil va vous permettre ensuite, donc, comme je vous le disais, de naviguer et de zoomer. Vous allez pouvoir vous déplacer sur le territoire que vous souhaitez observer et cliquer sur, par exemple ici à l'échelle de la commune, ici par exemple sur la commune de Saint-Jean-Bonnefond, et vous aurez donc la même reproduction de ces indicateurs. En tenant compte à chaque fois, on a tenu compte de seuils statistiques pour avoir une certaine confidentialité dans la donnée, mais aussi pour éviter les erreurs abusives. Donc on a des seuils qui sont programmés en fonction du volume de mutations enregistrées sur la commune et suivant les pas de temps, bien sûr. Donc si vous voulez afficher différentes valeurs, on voit en fait ici que les communes sont classées en fonction du prix médian à l'acte. Donc plus les valeurs sont foncées, on va dire, et plus on est sur des prix élevés. Autour de, voilà, par exemple, ici on voit la différence un peu entre l'Ondaine et la vallée du Gier, des choses comme ça. Donc ça, c'est à ce seuil-là, à ce stade-là, c'est ce qu'il est possible d'accéder pour le grand public. Le grand public ne pourra pas aller plus loin dans l'utilisation de l'outil. Par contre, nos partenaires, eux, peuvent descendre encore plus loin et zoomer de plus en plus. Et on arrive ici à l'Iris, par exemple. Donc si je prends un iris là, du centre de Saint-Étienne, par exemple, Crête Rock Ouest, alors ce n'est pas forcément le plus pertinent pour les maisons, puisque on est sur un secteur plutôt urbain et plutôt d'habitat collectif, mais on a quand même une déclinaison de nos indicateurs. Si sur le même iris, vous souhaitez observer les appartements, vous allez pouvoir les afficher en cliquant ici sur les onglets. Et vous voyez déjà qu'il y a beaucoup plus de renseignements sur l'ensemble de la commune, de la commune stéphanoise, et on a également beaucoup plus de mutations d'appartements sur ce territoire. Et puis, il est possible, comme la mutation est renseignée à l'échelle parcellaire, d'aller zoomer, de descendre jusqu'à la parcelle. Donc, on n'a pas fait remonter toutes les informations que Cyril vous a décrites dans la première partie, puisqu'il y a énormément de champs renseignés. Il faut savoir toutefois que les données sont anonymisées, donc on n'a pas la description du propriétaire, mais on peut, par exemple, ici, savoir qu'il y a un appartement, qui est un T3, par exemple, qui a été vendu, la surface du bâti et le prix au mètre carré. C'est ce genre d'informations qu'on a souhaité faire remonter, puisque la donnée des Photorasef est quand même en libre accès, donc tout le monde peut la consulter, donc il n'y a pas de sens de restriction à la présenter sur notre site. Vous pouvez, quand vous cliquez comme ça sur une parcelle assez grande, vous voyez qu'il y a plusieurs mutations, puisqu'ici, il y a de 2 à 9 mutations. Et vous pouvez naviguer ici entre les mutations pour voir les différents biens vendus.
Il est possible pour ces données d'exporter des tables de renseignements de données pour les avoir ensuite à disposition sur vos ordinateurs. Voilà pour ce qu'il en est de cette présentation que je pouvais vous faire de l'outil DV3F. Cyril, je te propose de reprendre la main. Merci Adrien. Donc nous allons revenir sur la présentation. Là où on s'en est arrêté. Donc globalement, en termes de choses à retenir en fait sur cette présentation de ce matin, retenez que DV3F est aujourd'hui la base la plus utile pour la connaissance des marchés fonciers et immobiliers par la simplification qu'elle apporte par rapport à la base de données DVF, la base brute, par son exhaustivité, par son enrichissement avec l'intégration des bases exogènes comme les fichiers fonciers. Elle s'avère utile donc pour une observation fine des marchés en quantifiant les volumes des transactions, de surface et de prix échangés, pour déterminer des prix par type de bien et pour les territorialiser. Elle peut servir également, mais ça on ne le fait pas trop nous à l'agence d'urbanisme, à l'évaluation des différents types de biens, ou elle peut servir de base à l'élaboration d'une stratégie foncière pour un territoire. Donc voilà, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que cette base est appelée à poursuivre son développement. C'est ce que je vous avais dit via le groupe GNDVF. Il y a des regroupements d'acteurs locaux qui font remonter en fait leurs besoins ou les difficultés qu'ils ont à traiter par exemple sur une variable. Et donc du coup, cette base va être appelée à poursuivre son développement pour notamment affiner l'attribution des mutations dans les différents segments de marché et dans notre cas pour nous, en particulier pour les marchés des terrains à bâtir. Voilà, je profite de l'occasion de ce séminaire pour vous rappeler que l'agence d'urbanisme organise plusieurs séminaires dans sa mission observation. Donc les prochains qui auront lieu, vous en aurez un au mois de mai sur les puits de carbone. Puis vous allez en retrouver 3 au mois de juin, dont sur le thème de l'économie, l'impact de la crise sanitaire. Également donc sur des questions plus environnementales de nature en ville et également sur les bases de données relatives à l'occupation du sol. Et en juillet, avant les congés, il y aura une présentation de l'Observatoire local des loyers et puis de l'objectif zéro artificialisation nette. Et pour le second semestre, d'autres aussi présentations sont à venir. Voilà, on peut se laisser, je vous remercie de nous avoir déjà suivis et écoutés. On peut se laisser un petit temps si vous avez des questions à nous faire parvenir sur la présentation, si jamais vous voulez un peu plus de détails. J'ai vu qu'il y avait une question au tout début de présentation pour savoir si jamais le PowerPoint serait accessible. Donc, il n'y a pas de souci, vous pourrez le retrouver sur le site de l'agence d'urbanisme. Et je rajouterai même, il vous sera transmis normalement directement par mail aussi aux personnes qui étaient objet de l'invitation. Voilà, et puis pour les personnes qui nous ont rejoints dans la présentation, vous pouvez également nous contacter, que ce soit Adrien, moi ou notre service de documentation à Epure pour nous en faire la demande. Tu veux que je réponde, Cyril? Alors, je ne vois pas bien la question, puisque ça arrive sur une autre fenêtre qui met du temps à ça. Alors. Je vais répondre si tu veux. Enfin, oui, vas-y, commence. Alors, il y a différentes. Déjà, il faut savoir que DV3F est exhaustif, la différence de Perval. Perval, même si Perval s'est amélioré en fait sur les derniers millésimes, on est sur une remontée partielle des informations qui sont remplies par les services notariés. L'autre différence entre Perval, Perval va permettre d'avoir beaucoup plus de descriptions finalement sur le bien et sur certaines caractéristiques de l'acquéreur et du vendeur. Donc on va se servir de ça, de Perval, pour traiter ces informations-là. Par contre, pour tout ce qui est volume de prix, moyenne de prix, les choses comme ça, il vaut mieux utiliser DV3F puisqu'on a beaucoup plus d'exhaustivité de ce côté-là. C'est ça les grosses différences en fait entre les deux. Donc, nous avons une seconde question sur l'utilisation en fait des champs sur les natures de culture pour la caractérisation des marchés fonciers. Est-ce qu'on considère que cette donnée est suffisamment fiable? Alors,
concernant la partie sur les différents marchés, pour identifier en fait ce qui va être marché agricole ou alors les terrains à bâtir, comme on vous l'a montré sur la diapositive sur les terrains à bâtir, quand on en a la possibilité, on essaye d'intégrer d'autres critères pour pouvoir affiner en fait notre recherche. Donc c'est pour ça qu'on va le croiser. On essaye de le croiser en tout cas systématiquement avec les recollements des PLU par exemple. Mais par contre, si on n'a pas l'information du PLU numérisé, ça va nous être compliqué. Donc la détermination en fait dans ces différents segments agricoles, loisirs, terrain à bâtir, on va l'affiner avec cette méthode-là. Ensuite, pour en revenir au foncier sur l'agricole de production, là oui, on se réfère à ces notions qui sont données par des V3F, hein, donc par les services fiscaux. Je compléterai également en disant qu'en fait, en observant ces types de marchés fonciers, donc notamment l'agricole, le naturel ou le loisir, en fait, on a par la typologie de prix, finalement, on arrive à remarquer les scories et donc éventuellement à les dégager et à les replacer dans leur vrai marché. DV3F apporte un plus considérable hein, par rapport à la base de données DVF. Donc vous avez aussi la possibilité de travailler directement sur la base DVF+, hein, qui simplifie la base DVF plutôt qu'avoir plusieurs lignes en fait, sur une mutation, vous n'avez plus qu'une seule ligne avec DVF+. Le gros avantage en fait, de DV3F, c'est que vous allez avoir une précision géographique, une représentation en fait, de la parcelle mutée. Donc c'est pour ça que cette base-là en fait, est primordiale pour nous. Alors, une nouvelle question. Donc, concernant l'échelle des cartes dans eObserve, dans l'outil de visualisation, non, il n'y a pas de. C'est personnalisable. Vous pouvez naviguer à volonté. La seule limite que vous avez, en fait, finalement, c'est la limite qu'on a nous hein, sur l'accessibilité à la donnée. Donc, il faut savoir que la donnée, elle est gérée à travers du réseau des 4 agences de Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. Donc, on a les données sur l'ensemble de la région. Et du coup, pour le moment, on a rendu visible sur une partie des départements sur lesquels on a la donnée. Donc, vous pouvez naviguer sur l'ensemble de ces départements-là, donc de département auvergnat jusqu'au Rhône et l'Isère, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et après, en termes de descente à la parcelle et donc à la mutation, là aussi, vous avez toute liberté et tout loisir d'observer ce que vous souhaitez. Avec encore une fois une restriction suivant si vous êtes un membre partenaire de l'agence et donc disposez de code d'accès ou si vous êtes quelqu'un du grand public. Je vais répondre moi à la seconde question. Donc, avez-vous tenté de comparer les résultats des deux bases DVF et Perval ou de les compléter l'une avec l'autre, notamment sur les dernières années DVF où DVF n'est pas encore exhaustif? Donc oui, on l'a fait en fait pour l'immobilier, pour la partie immobilière, puisqu'on utilise encore dans le cadre de l'observatoire l'observatoire de l'habitat, pardon, on utilise encore la base Perval également pour certaines variables, notamment sur les acquéreurs-acheteurs, puisqu'on n'a pas encore creusé cette fonctionnalité dans DV3F. Globalement, ce qu'on peut dire sur cette comparaison, c'est que d'un point de vue prix, on est sur des valeurs qui sont relativement proches entre les deux bases. Donc, qu'on utilise une base ou l'autre, on ne fait pas d'erreur d'interprétation, il n'y a pas de choses extravagantes en fait, qui nous sont apparues. Ensuite, la différence, elle va se faire surtout sur les volumes. Puisque DVF va se retrouver plus complet que Perval encore aujourd'hui. Ensuite, sur le fait que DVF ou DV3F ne soit pas exhaustif sur les derniers millésimes, malgré tout, DVF est relativement complet. Alors, j'ai plus bien en tête hein, les ratios d'enregistrement par année, mais il me semble que de mémoire, pour l'année la plus récente, on doit être sur 60 à 70% en fait de saisie. Et donc les années précédentes vont apporter 10% d'éléments supplémentaires et sur l'espace de 18 mois, au final, on arrive à 100% des mutations qui vont être renseignées dans DVF. Donc c'est pour ça qu'on se permet de faire une représentation, par exemple, des prix ou des volumes sur les années qui ne sont pas garanties d'exhaustivité. Mais DV3F, en tout cas, nous permet d'avoir déjà des éléments suffisamment importants et conséquents pour pouvoir déjà délivrer des éléments d'information sur les années les plus récentes. Alors, sur la comparaison, je prends la suite, Cyril.
Ouais, Sur vas-y. le lien entre prix du terrain et type d'opération immobilière, oui, justement, et c'est pour ça, c'est un peu l'objectif déjà là, de cette année, de commencer à travailler sur le foncier d'activité et l'immobilier d'activité, c'est justement d'essayer de voir et de dégager des tendances de prix, et de voir s'il y a des évolutions, des comparaisons possibles entre territoires aussi sur justement ces terrains vendus pour des opérations d'immobilier d'activité. Et puis on peut envisager dans un temps futur de travailler un petit peu sur la même question sur de l'immobilité, sur de l'opération foncière, mais en vocation immobilière. Immobilière habitat, je veux dire, pardon. Donc c'est tout à fait le but de ce type de données, oui. Alors, concernant la question suivante, donc oui, effectivement, à la base, elle va vous permettre d'avoir pour chaque parcelle, hein, si jamais vous êtes ayant droit, vous pouvez avoir l'information parcellaire. Donc, si jamais vous n'avez pas l'information par les domaines pour l'évaluation d'un bien, bah, vous pouvez reconstituer après votre méthode. Mais ceci étant, faites attention quand même à avoir suffisamment d'éléments de mutation pour pouvoir déterminer, je dirais, une valeur vénale qui soit représentative. Si jamais vous avez, par exemple, pour la vente de maisons, vous avez que 3 maisons qui ont été vendues, mais ces maisons-là ont moins de 5 ans, bah, vous ne pourrez pas généraliser sur l'espace de votre commune en disant que les prix des maisons dans la commune de Saint-Jean-Bonne-Font, par exemple, sera de temps. Il vous faudra avoir un peu plus d'informations pour pouvoir consolider votre donnée. Mais comme l'a montré Adrien dans notre outil de consultation, à partir du moment où vous avez la valeur individualisée par parcelle, vous pouvez avoir, si les informations ne sont pas suffisantes de la part des domaines, vous pouvez vous faire une idée en tout cas du montant des mutations qui ont eu lieu dans un secteur. Et du coup, qu'on a raté un petit peu une question juste au-dessus, donc sur les légendes, elles sont préparamétrées en fait dans notre outil Observe. Donc, vous ne pourrez pas les modifier. Et dans l'outil, ce que je n'ai pas montré, c'est qu'au-delà de la carte, vous pouvez aussi afficher directement les informations dans la table attributaire. Vous aurez, en fonction de votre niveau de zoom, vous aurez directement les informations sous forme de tableau, aussi éventuellement disponibles, et non pas sous forme de cartographie. Alors, sur la nouvelle question là, qui vient d'apparaître, donc la base permet-elle d'avoir une information sur le montant des charges foncières détenues par les opérateurs? Tu me corrigeras, Adrien, si jamais je dis une bêtise, mais à ma connaissance, non, on n'a pas cette information. Je confirme. Enfin, pareil, à ma connaissance, non. Alors, concernant le devenir, il faut savoir que le CRMA enrichit sa base de données qu'elle nous rend disponible justement sur le devenir des différentes mutations et des fonctions occupées au moment de la transaction et de ce qu'il en est devenu par la suite. Donc, bien sûr, ça, c'est le genre d'un champ et d'informations qui est renseigné au fur et à mesure. Hein, donc, il faut un certain temps de latence hein, pour obtenir ce type de renseignement. C'est d'ailleurs aussi pour ça, sur les terrains à bâtir, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais qu'au moment on affiche les données jusqu'à 2016, parce qu'on n'a pas forcément les données récentes qui ont été remontées derrière pour savoir si le terrain a été réellement construit par la suite. Donc c'est l'intérêt aussi de cette base, c'est que c'est en quelque sorte une base vivante qui est réalimentée régulièrement et enrichie régulièrement. Cette notion d'enregistrement est très importante pour nous, en tout cas actuellement, pour affiner en fait les différentes natures de biens. Puisque avec la donnée des valeurs foncières qui résulte des valeurs foncières si le terrain par exemple a été vendu et ben 2-3 ans après on peut voir la construction qui a été faite par exemple sur ce terrain à bâtir et ça nous permet de distinguer si jamais c'est de l'activité ou si jamais c'est de l'habitat et dans l'habitat ça nous permet de distinguer si jamais c'est de la maison individuelle ou si jamais c'est un immeuble avec appartement.
Bien, s'il n'y a pas d'autres questions qui apparaissent, c'est nous qui allons vous remercier aussi d'avoir été présents pour cette présentation. Donc, nous espérons que ça vous a permis d'avoir déjà quelques notions sur cette base DB3F que vous allez entendre parler de plus en plus aujourd'hui et qui va continuer son développement, comme j'ai pu vous le dire en conclusion. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et nous espérons vous revoir très bientôt pour le prochain webinaire. Voilà, merci à vous. Merci à tous et bonne journée.